Bonjour à tous, heureux de vous compter parmi nous. Nous allons donc commencer l'événement concernant notre offre autour de la cybersécurité. Donc, je me suis présenté juste avant. Donc, Laurent Fournier, je m'occupe au sein d'ND6 de toute la partie commerciale. Et donc, je vais vous dérouler une petite présentation dans un premier temps concernant notre activité, pour ceux qui ne connaissent pas bien. Et par la suite, vous aurez donc une approche autour de notre démarche cybersécurité, une partie de cette démarche, avec Adrien et Mansou, qui vous présenteront un certain nombre d'éléments. Je vous laisserai les découvrir. Voilà. L'événement va durer à peu près une quarantaine de minutes, donc un peu plus avec les questions-réponses. Ça, c'est notre engagement. On essaie d'avoir des choses assez succinctes et claires. L'idée étant d'échanger avec vous sur des thématiques et de pouvoir par la suite, si vous êtes intéressé, avancer sur certains sujets. Voilà. Donc je vais dérouler la presse MD6 qui, vous allez voir, est très courte. Pour ceux qui nous connaissent, alors on a changé un peu de marketing. Hein. On avance, on progresse. Comme vous le savez, notre force, c'était pas le marketing. Donc, nous sommes un petit peu plus évolués. J'espère en tout cas que cette nouvelle présentation, pour ceux qui nous connaissent, vous plaira. On n'a pas viré l'ancien marketeur parce que bon, j'étais un peu dedans. Donc, voilà. Très bien. Le métier d'MD6, concepteur de plateforme d'infrastructure, notre idée, c'est moderniser, simplifier les systèmes d'information. C'est les rendre agiles. Et pour ça, c'est un certain nombre de technologies qu'on propose à nos clients. Et notre ADN, c'est l'innovation technologie. Ça a toujours été le moteur de cette entreprise. Et non pas le commerce pour le business to business. Pour ceux qui nous connaissent, vous savez de quoi je parle. Voilà. Je vous propose de découvrir donc un petit peu notre donc deux marques, MD6 sur les aspects infrastructure, sur toute la démarche autour des infrastructures, et notre organisation qui s'appelle IDMove, notre société dans laquelle nous avons aujourd'hui un certain nombre d'axes, tout ce qui est R&D, développement et processus métier sur lesquels je reviendrai. Nous avons pour des projets plutôt d'ordre nationaux adhéré à un groupement qui s'appelle Convergence et qui nous permet pour certaines actions de pouvoir disposer d'une présence nationale sur l'ensemble du territoire, et ce qui nous permet de déployer certains projets avec une plus grande facilité, en tout cas en matière de présentiel. Voilà. En matière de présence physique, en quelques chiffres, donc c'est donc un site à Paris, le siège à Strasbourg, une présence au Luxembourg ainsi qu'à Avignon. Nous avons des clients un peu partout au niveau national, au niveau du territoire. Et en quelques chiffres, le chiffre d'affaires de la société, environ 4,7 millions de chiffre d'affaires, une trentaine de collaborateurs très orientés techniques, ainsi qu'une 150aine de clients actifs qui nous font l'honneur de pouvoir travailler avec eux sur l'ensemble des thématiques que nous allons adresser. Nos métiers, une offre autour des infrastructures, on va répondre aux enjeux du data center, mais on va se préoccuper bien entendu aussi des enjeux du end user. Celui-là va nous garantir la production et l'efficacité et l'intégrité des données. L'autre va nous permettre de satisfaire l'ensemble du périmètre et du end user au niveau du SI, et donc apporter une satisfaction totale sur la qualité qui peut être délivrée de bout en bout du système d'information. C'est très important, évidemment, car l'utilisateur final, c'est quand même l'objet de notre démarche fine. Dès 2014, on a été un des premiers acteurs Nutanix en France, on revendique l'une des toutes premières références en production. Et aujourd'hui, dans le Grand Est, mais aussi au niveau national, nous sommes devenus un très gros acteur sur des technologies de sauvegarde, comme Rubrik, comme Volt, ou bien encore un des rares certifiés dans le Grand Est sur la technologie d'hyperconvergence de Dell qui s'appelle VxRail. Je vais être assez succinct. L'idée, comme je l'ai dit, c'est de vous présenter l'entreprise dans sa globalité. On pourra rediscuter de certains sujets si ça vous intéresse. Nous retrouvons dans l'activité IDMove toute notre activité DevOps avec la modernisation du socle applicatif. Je pense que vous en avez entendu parler. DevOps, c'est à la fois un mouvement, mais c'est donc le rassemblement, on va dire, des développeurs et de l'opérationnel, la partie infrastructure. C'est de quoi on parle. Mais on va entendre plutôt des termes au quotidien de conteneurisation, de multi-cloud et d'un certain nombre de choses, avec pour nous dès 2015 une certification Docker. Aujourd'hui, évidemment, on avance sur des technologies comme Kubernetes et bien d'autres encore. On retrouvera aussi au sein de IDMove toute notre démarche autour de la transformation numérique et des processus métiers, avec la big data, de l'intelligence artificielle, de l'IoT, et du développement, puisque nous sommes amenés à offrir des offres globales autour de l'IoT, où nous développons nous-mêmes nos propres objets,
ainsi que l'ensemble des infrastructures en matière de développement de technologies et de support de ces technologies, les infrastructures qui vont les accueillir pour pouvoir libérer, enfin plutôt proposer, pardon, les services à nos clients. Évidemment, tout ça ne peut s'articuler qu'autour d'une offre de service. Nous allons aborder autour du conseil, de la conception en amont des projets pour accompagner nos clients. Évidemment, le conseil, nous aimons les mettre en exergue et pour ça, nous les intégrons et nous les déployons. Il va de soi. Et aujourd'hui, il va de soi qu'une offre de service ne peut pas être sans un support, un accompagnement au maintien en conditions opérationnelles des systèmes d'information que nous offrons à nos clients ou dont ils disposent déjà et pour lesquels nous sommes amenés à les accompagner. Voilà, une offre donc autour des infrastructures, pour le data center, pour le end-user, une offre autour du réseau et de la télécom, où on va pouvoir vous offrir un certain nombre de choses comme l'interco entre des data centers ou autres. Nous sommes opérateurs télécoms dans ce sens-là. Et notre objectif étant d'offrir des offres globales à nos clients. Hein. Donc, il s'agit d'un projet global pour nous et pas juste d'une offre télécom. La cybersécurité, on va en parler, j'y reviendrai pas. Le DevOps, je l'ai assez longuement évoqué, je ne reviens pas dessus. La transformation numérique aussi, ainsi que les processus métiers avec l'IoT. Et enfin, au cœur de tout ça, l'offre Serenity, qui est chez nous en fait l'offre de service autour du maintien en conditions opérationnelles, avec des offres en 24/24, 7/7, d'accompagnement. Voilà. Enfin, pour vous délivrer tout ce savoir-faire, nous avons bien entendu l'appui de partenaires technologiques que vous pouvez retrouver à droite et surtout la confiance de clients que vous pourrez retrouver à gauche sur lesquels nous sommes amenés à intervenir. J'ai parlé du territoire national. Vous pouvez trouver le Sénat ou bien encore le groupe Volkswagen. Alors, je ne sais pas si on le voit là dans ces slides. Je crois aussi qu'il est au milieu, voilà, qui est basé à Paris, chez lequel nous opérons un certain nombre de services et chez lequel nous déployons un certain nombre d'offres. J'ai essayé d'être assez succinct, rapide. Un certain nombre nous connaissent, d'autres pas. Ça sera l'occasion, si vous le souhaitez, de rentrer plus en détail dans notre offre et dans sa valeur. Pour autant, l'idée de ce webinaire, c'était de vous proposer notre démarche autour, enfin une part de notre démarche autour de la cybersécurité, avec donc les enjeux autour de la sécurisation du système d'information. Donc, je vous propose, si vous le voulez bien, de laisser la parole à donc, Mansou et à Adrien dans un premier temps, qui vont pouvoir vous accompagner autour de cette offre. Et puis, si vous le souhaitez, nous pourrons par la suite échanger autour de cette offre, s'il y a des questions ou des choses qui vous intéressent d'approfondir. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite à toutes et à tous un très bon webinaire. Du coup, merci Laurent pour cette petite présentation de MD6. Alors, sans plus tarder, nous allons aborder notre sujet qui est donc Office 365. Je suis cloud public. Comment le multifacteur peut vous sauver d'une cyberattaque? Alors, moi, c'est Manchio là-bas, ingénieur cybersécurité. Je serai accompagné, bien sûr, par Adrien Girardeau, ingénieur DevOps, et nous faisons partie de l'équipe cybersécurité de MD6. Donc, pour l'agenda, nous allons commencer par présenter le contexte de la cybersécurité aujourd'hui. Ensuite, il y aura une démo de phishing à l'issue de laquelle on parlera des méthodes de protection pour se prémunir de ce type d'attaque. Et enfin, on présentera Yubico et sa solution, les YubiKey, avant de passer à la phase de questions-réponses. Ces dernières années, malgré l'absence des offres de cybersécurité pure à notre catalogue de prestations de cybersécurité, jusqu'à tout récemment, nous avons quand même participé et assisté nos clients lors de divers incidents de cybersécurité majeurs et nous avons aussi d'ailleurs œuvré pour une sécurité du système d'information dans chacun de nos domaines d'expertise. Aujourd'hui, la France fait partie des top 3 pays qui sont les plus attaqués par les crypto-lockers, donc des rançongiciels, après les États-Unis et l'Angleterre. Cela s'explique notamment par l'existence d'assurances dans le domaine de la cybersécurité, qui font de nous d'ailleurs l'un des meilleurs payeurs et donc
la cible particulière et privilégiée des groupuscules de hackers plutôt quand même bien expérimentés. La recrudescence aussi des incidents cyber chez nos clients nous a donc poussé à développer ce pôle cybersécurité qui s'appuie sur notre expertise et notre expérience dans chacun des domaines de l'infrastructure. D'après les statistiques comme affichées à l'écran, on peut clairement constater que les coûts des incidents cyber sont non négligeables et comme on peut là le lire, ça va jusqu'à 8,6 millions comme coût moyen d'un incident cybersécurité dans le domaine du transport. Dans la santé, 7,13. Et aussi, le coût moyen d'une fuite de données s'élève jusqu'à 3,86 millions selon des statistiques vraiment récentes. Et là, il faut particulièrement constater qu'il est noté 280 jours, qui dépasse déjà plusieurs mois, qui est le temps de résolution d'un incident, le temps moyen donc de résolution d'un incident de fuite de données, ce qui laisse déjà largement le temps à un attaquant de pouvoir faire pas mal de choses. Et parmi les attaques les plus courantes, on trouve le phishing avec 75% qui représente le taux des entreprises de par le monde qui ont été victimes d'attaques de phishing en 2020 et jusqu'à 485%. Donc, le pourcentage de crypto-lockers, bien sûr, c'est un pourcentage qui a explosé avec la crise sanitaire que nous sommes en train de traverser actuellement. Et donc, avec ces statistiques-là, ça prouve très bien que la menace est présente et le danger est bien là pour l'ensemble de vos utilisateurs. Alors, le pôle cybersécurité de MD6 a donc mis en place une approche pragmatique en 4 phases pour accompagner donc les entreprises dans leur processus de sécurité de leur système d'information. Et bien sûr, la gouvernance est le fil directeur et la fondation de toutes nos phases, car la cybersécurité, c'est avant tout une histoire d'homme, une histoire humaine. Ainsi, nous avons la première phase, identifier, qui consiste à découvrir votre système et en faire un état des lieux. Cela permettra d'identifier les ressources sensibles et la surface d'attaque. Et déjà, à l'issue de cette première phase, nous produisons un rapport sur les éléments que nous avons découverts et les recommandations classées par ordre de priorité pour améliorer déjà le niveau de sécurité de votre SI. La phase suivante, qui est la phase d'anticipation, est celle où nous vous accompagnons dans la mise en place des solutions techniques et organisationnelles pour combler déjà les failles que nous avons relevées lors de la première phase. Ensuite, il y a la phase d'alerte qui consiste essentiellement à mettre en place des solutions de surveillance et d'alerte en cas de comportement anormal pour déjà stopper un potentiel incident même avant qu'il n'arrive, qu'il ne se matérialise. Enfin, il y a la phase de réaction où on essaie là de limiter, de contenir l'impact lors d'un incident et surtout d'accompagner les entreprises dans leur retour à la normale. Donc là, je vais laisser la main à Adrien pour la petite démonstration de phishing. Mais avant, je vais juste aborder je vais revenir sur la menace de phishing qui est donc le constat qui est fait aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les cybercriminels utilisent différents canaux de messagerie pour donc faire ces attaques de phishing-là. Et dans le milieu professionnel, les emails sont très exploités parce que cela est très facile d'ailleurs à avoir, notamment sur des plateformes de réseaux sociaux comme Facebook ou LinkedIn. Et après, les adresses électroniques sont faciles à obtenir, comme je le disais, sur à l'issue plutôt d'autres incidents de cybersécurité, de fuite de données par exemple. Et encore par-dessus tout, l'envoi des courriers électroniques est pratiquement gratuit et ça ne coûte pratiquement rien. Les données que les cybercriminels recherchent lors de ces attaques sont essentiellement des données de compte bancaire, des numéros de carte de crédit, des identifiants de connexion par exemple.
Donc, ou toute autre information ou données à caractère personnel, bien sûr. Comme on ne peut pas garantir à 100% qu'aucune de ces données ne pourront fuir un jour, mieux vaut donc s'en prévenir. Et pour cela, il est donc important de renforcer déjà l'authentification, quitter cette méthode classique qu'on a d'un simple mot de passe qui n'est peut-être pas robuste, et passer à des méthodes d'authentification multifacteurs. Et aussi là, il faut savoir choisir la bonne méthode pour protéger les ressources qui ont un impact critique ou des ressources sensibles dans le système d'information. Donc là, Adrien, je vais te laisser la main pour que tu puisses faire la démo de phishing. Donc, je me présente, je m'appelle Adrien Girardot. Déjà, merci à tous pour la participation au webinaire. Donc, je vais vous faire effectivement une démonstration de phishing dans un environnement Office 365. Alors, bien entendu, cet environnement n'est pas disponible sur Internet pour des questions de sécurité. La démonstration que je vais vous faire, c'est avec un compte qui est dédié à cet effet. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. J'essaierai de démontrer au plus juste cet environnement. L'idée est vraiment de vous expliquer quelle pouvait être la démarche d'un attaquant dans un environnement Office 365, en sachant que cette démonstration peut également s'appliquer à un environnement G Suite, à un environnement même on-premise. On pourrait faire du phishing sur des appliances F5, ce genre de choses. Alors, je vais récupérer le partage d'écran. Hop. Est-ce que tu peux couper le partage? Nickel, super. Alors, hop, Firefox. Très bien. Donc pour la démonstration, je vais faire une petite mise en contexte, puisque l'idée c'est aussi d'aller assez rapidement. On ne va pas vous montrer à quoi ressemble un email qui pourrait être falsifié, à quoi pourrait ressembler ce genre de communication. On va prendre un cas qui, je trouve, est un cas assez représentatif. Vous pouvez imaginer recevoir un email de la part d'un collègue ou même votre directeur, votre supérieur hiérarchique, qui vous demande de jeter un œil, par exemple, sur le dernier template Word pour vous donner votre avis. Malheureusement, le compte de votre chef ou de la personne qui vous l'a envoyé a été compromis et la sécurité du mail que vous recevez n'est pas valide, elle n'est pas à son maximum, et vous cliquez sur ce lien. Donc ici, on me présente la page de connexion standard de Microsoft. Mon utilisateur fictif ici s'appelle Bob. Donc Bob a une adresse super sécurisée, hein, bob@cybersecu.com. Il se connecte et cet utilisateur, Bob, a un mot de passe quand même suffisamment conséquent pour protéger son compte. En tout cas, c'est ce qu'il croit. Hein. Il a un mot de passe à plus de 18 caractères, avec des points d'exclamation, des majuscules, des caractères spéciaux, des minuscules. Et la direction de l'IT a même configuré l'environnement Office 365 correctement, puisque ici, vous voyez très bien qu'on me demande une autorisation 2 facteurs sur l'authenticateur mobile de Microsoft, donc sur mon téléphone, qui est juste ici. Comme vous pouvez le voir, hop, peut-être à la caméra, voilà, excusez-moi pour la qualité d'affichage, on me demande d'approuver la connexion sur mon téléphone, c'est l'application officielle de Microsoft. Je fais la demande d'approbation. Là encore, on me demande mon authentification biométrique. Donc, on va valider que c'est bien moi sur mon téléphone qui valide la connexion. Sauf que là, j'ai réussi à me connecter. Jusque-là, pour l'utilisateur, rien d'anormal. On peut cliquer sur oui ou sur non, ça ne change pas. Là, on a un petit affichage quand même un petit peu différent. On se demande pourquoi est-ce qu'on n'est pas connecté. Donc, on peut par exemple cliquer sur le bouton pour se reconnecter. Et là, on a accès finalement à notre environnement Office 365 en tant que Bob, qui est tout à fait, tout à fait plausible, tout à fait normal. Et en réalité, là, on vient de se faire hacker, on vient de se faire récupérer nos identifiants de connexion.
sans s'en rendre compte en quelques instants et sans différence notable par rapport au site officiel de Microsoft. Pour ceux qui auraient fait attention, dans l'URL, on observe effectivement que ici, à Office 365, il pourrait manquer un F et en réalité, le nom de domaine officiel de Microsoft, c'est office.com directement, sans 365.net. Mais un matin, pas très réveillé, un petit peu peut-être pressé, on pourrait ne pas faire attention, se connecter directement sur le site et se retrouver avec néanmoins une connexion sécurisée, mais finalement une connexion qui pour autant n'est pas sur le site officiel. Et je vais partager le terminal sur lequel j'ai cet outil de phishing et vous allez très vite vous rendre compte que directement, ici sur mon terminal, l'utilisateur a réussi à récupérer du coup mon identifiant, mon mot de passe, et même un petit peu plus que ça, puisque ici on m'indique que j'ai récupéré aussi des tokens qui ont été interceptés. Et en réalité, c'est le token 2 facteurs que je vous ai présenté sur mon téléphone, qui est finalement un cookie de session qui va être valide sur une période qui peut aller jusqu'à 24 heures. Donc, même avec une authentification 2 facteurs, ici, je me suis fait voler mes identifiants. Et l'attaquant est capable, finalement, à l'aide de ces informations, cookies, login, mot de passe, de reproduire la connexion chez Microsoft en se faisant passer pour moi, sans avoir à rentrer aucune autre information et sans avoir à faire une revalidation de l'autorisation de facteur, puisqu'elle vient d'être validée et le token est valide pendant encore 24 heures. Donc, le danger ici, c'est vraiment, par rapport à la page de login que je vous ai présentée, de se faire avoir sur l'URL, de faire une erreur d'inattention, et malgré par exemple un mot de passe sécurisé, une authentification 2 facteurs, ben, on se rend compte qu'aujourd'hui, par rapport aux nouvelles méthodes de phishing, ça ne suffit plus. Donc on va vous expliquer qu'est-ce qui pourrait vous prémunir de ce genre d'attaque. Je vais retourner rapidement sur la fenêtre de présentation de mon attaque de phishing, juste pour vous indiquer que ici, j'ai un gestionnaire de mots de passe en haut à droite, Bitwarden ici. Ce gestionnaire de mots de passe m'a permis d'auto-compléter la connexion. Dans cet environnement de phishing, normalement, pour un utilisateur, on va dire standard, il n'aurait pas fonctionné. Là, j'ai intentionnellement, dans mon gestionnaire de mot de passe, déclaré l'URL fausse pour ne pas avoir à remplir le mot de passe à la main. Mais avec la vraie URL, sur ce site, qui est du coup le faux site, pas le bon nom de domaine, je n'aurais pas eu l'autocomplétion de ces gestionnaires de mot de passe. Voilà. Je vais laisser la main à Mansour pour qu'il vous réexplique quelles sont les différentes méthodes qui vont être les plus utiles, les plus pratiques, les plus efficaces contre ce genre d'attaque. Si vous avez des questions, on pourra y répondre aussi dans la section FAQ à la fin de cette petite présentation. En tout cas, n'hésitez pas. Le mail, ah oui, excusez-moi, il y a une question dans le chat. Le mail pourrait très bien prévenir d'un collègue, d'un supérieur hiérarchique qui vous demande de valider peut-être rapidement, sous pression, un élément qui pourrait être situé ici dans mon cas de démonstration sur SharePoint. J'ai pas présenté de mail falsifié, mais c'est assez facile de falsifier un mail, d'injecter une image et d'avoir à cliquer. Et ça peut être un mail qui peut provenir du coup d'un collègue qui aurait eu, par exemple, son mot de passe récupéré sur un site qui serait fait pirater, un site e-commerce par exemple, et il aurait le même mot de passe au travail ou ce genre de choses. En fait, il y a plein de moyens de rentrer dans un système pour envoyer des emails ou se faire passer pour quelqu'un par email. Et donc, j'ai pas spécialement présenté cette partie-là. Pour moi, le danger est plus de vous présenter l'interface sur laquelle vous pourriez vous connecter sans vous rendre compte et qui pourrait être finalement assez dangereuse. Voilà. Juste pour compléter un peu ce que Adrien disait tout à l'heure, mais ce mail, ce lien par exemple, ça peut toujours aussi venir par SMS, hein, ou sur une plateforme de messagerie qui est utilisée par l'entreprise. Donc les vecteurs de transmission des liens de phishing, c'est vraiment, ça peut venir de partout. Donc les méthodes donc de protection qui existent, qu'on peut présenter là, c'est ces différentes catégories-là. Donc, il y a du TOTP qui est plutôt bien connu et utilisé aujourd'hui, le SMS, les authenticateurs mobiles, donc de Google ou de Microsoft, là, qui marchent plutôt bien. Le push, qu'on vient tout juste d'utiliser aussi dans le cadre de la démo. Et les clés d'authentification, comme les YubiKey, par exemple. Mais il faut noter que la plupart de ces catégories, de ces méthodes sont déjà contournables, comme vous l'avez bien
pu le voir, par exemple, du TOTP, du push SMS, de l'Authenticator. C'est pratiquement le même comportement que l'Authenticator Microsoft qui vient d'être montré dans la démo tout à l'heure. Il y a aussi d'autres outils comme le proxy sortant, du filtrage DNS, le gestionnaire de mots de passe aussi. Mais pour le proxy et le DNS, par exemple, il est pratiquement impossible de filtrer ou de bloquer toutes les combinaisons de caractères non officiels pour l'ensemble des sites web qui sont visités ou accédés par les utilisateurs au sein de l'entreprise. Donc là, c'est un peu compliqué de pouvoir cerner toute cette solution et la scalabilité est vraiment difficile. Donc, parmi toutes ces méthodes qui sont possibles, celles qui ont réellement été efficaces aujourd'hui contre une attaque de phishing telle que présentée dans la démo sont les clés YubiKey et donc le gestionnaire de mots de passe. Alors, parlant donc de la double authentification avec la clé YubiKey. Qu'est-ce que c'est? C'est un token physique qui permet de faire de la double authentification et l'autorisation de connexion validée par la clé dépend vraiment de l'URL sur laquelle elle a été enregistrée au préalable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement, un domaine de phishing non officiel n'aurait pas été utilisé premièrement par l'utilisateur pour s'enregistrer sur son compte ou bien pour créer son compte. Donc, tout simplement, elle ne serait pas reconnue par la clé lors de l'authentification et l'utilisateur ne pourra pas se connecter via ce site de phishing, tout simplement. Et pour les protocoles FIDO2 et FIDO-UDF, qui sont des nouveaux protocoles poussés dans le cadre de l'authentification, c'est le navigateur web qui demande la validation, c'est le navigateur web lui-même qui demande la validation et l'envoi des données de connexion au site cible ou à l'application cible. Donc, cela évite vraiment les erreurs humaines parce qu'il n'y a pratiquement aucune interaction vraiment entre l'utilisateur et le site web cible, à part juste le fait qu'il touche en fait la clé. Et ça évite vraiment qu'il se trompe de site ou qu'il tape quelque chose qu'il ne devrait pas faire. Et aussi, on peut imaginer le schéma où les secrets d'authentification qui sont stockés sur la clé peuvent se faire voler par un malware ou quelque chose comme ça quand la clé est branchée. Mais là encore, non, c'est pas possible parce que toute validation requiert physiquement qu'il faut taper sur la clé avant que l'authentification ne se passe. Donc, un hacker ne peut pas utiliser un outil automatisé ou un malware depuis l'extérieur et automatiquement récupérer ses secrets d'authentification directement depuis la clé. Donc, ça ajoute encore une couche de sécurité. Et encore concernant les attaques man in the middle, donc les attaques qui consistent à récupérer, à se placer au milieu entre le client et le site cible ou l'application cible et récupérer des identifiants de connexion au milieu ne sera pas possible parce que tout ce qui est échangé entre le client et le serveur est chiffré. Donc, même s'il récupérait des choses, ça serait que des données en fait non utilisables qui sont complètement chiffrées. Donc, c'est vraiment cette versatilité des clés YubiKey qui en font des éléments majeurs de la sécurité de l'authentification et qui s'intègrent sur de nombreux cas d'usage qui seront bien sûr abordés par la suite. Aussi, parlons donc du gestionnaire de mots de passe. Pourquoi ça permet de se prémunir aussi contre les attaques de phishing? Tout simplement avec sa capacité à faire de l'autocomplétion. Donc, l'autocomplétion des informations de connexion réalisées par le gestionnaire de mots de passe se fait sur la base de l'URL légitime. Donc, ce qui fait qu'une fois avec une URL de phishing, ce gestionnaire de mots de passe-là ne proposera pas automatiquement l'autocomplétion et va donc permettre à l'utilisateur d'éventuellement détecter la tentative de phishing à temps. Donc, il faut quand même noter qu'avec cet outil, ce n'est pas complet parce que l'utilisateur peut toujours se passer de l'autocomplétion et entrer quand même manuellement ses identifiants. Donc, ce n'est pas vraiment une solution complète. Néanmoins, on peut quand même noter que l'utilisation d'un gestionnaire de mots de passe en entreprise
permet de partager les identifiants de façon sécurisée entre les collaborateurs. Donc, il n'y a pas de mot de passe en clair qui sera en train de traîner sur un bureau ou traîner quelque part sur un SharePoint à découvert. Ça permet aussi l'utilisation des mots de passe uniques et robustes sur chaque site ou chaque application qui est au sein du système. Et aussi, ça permet de suivre plus simplement le renouvellement des mots de passe au sein des différents systèmes que vous avez donc dans votre SI. Donc, ces différents points en font quand même un outil indispensable pour améliorer de manière considérable la sécurité au sein du SI. Donc, Adrien, je te laisse continuer. Donc, on va s'étendre un petit peu plus sur YubiKey, Yubico. Qu'est-ce que ça veut dire? D'où ça vient? Très concrètement, la société Yubico, du coup, a été fondée en Suède en 2007. Et son but premier, ça a été de simplifier l'authentification du coup des utilisateurs. Aujourd'hui, les produits sont fabriqués et en Suède et aux États-Unis. Et Yubico, c'est surtout et avant tout un acteur majeur. Avant de revendre des clés, c'est un acteur majeur qui est à l'origine de nombreux standards aujourd'hui sur l'authentification et c'est un contributeur majeur aussi sur des normes d'authentification qui, elles, sont par exemple, le W3C, ils ont contribué à l'OpenID, à l'OAuth. Et donc, c'est des normes qui sont ouvertes, qui sont réutilisables par n'importe qui sur le marché, qui ont été établies pour le FIDO 2, par exemple, avec Google et Microsoft, en collaboration avec Google et Microsoft notamment. Et donc, ces normes-là, elles ont vraiment pour objectif de simplifier, d'augmenter la sécurité de l'utilisateur sans forcément parler de produits. Yubico, bien entendu, implémente ces protocoles dans sa gamme de produits que je vais présenter juste après. Mais il y a d'autres fabricants, par exemple comme Google, qui a fabriqué sa propre clé FIDO U2F. Alors on aurait pu penser que c'était une bonne solution de faire du FIDO U2F avec la clé de Google. Malheureusement, la clé de Google a été retirée du marché puisqu'elle avait une connectivité Bluetooth. Et la connectivité Bluetooth était un protocole qui était trop avancé en termes de fonctionnalité et il n'était pas suffisamment sécurisé. Du coup, il y avait une faille, une vulnérabilité sur l'équipement. Aujourd'hui, les clés YubiKey, elles, comme celle que j'ai présentée à l'écran tout à l'heure, là, je vous en représente une rapidement. On verra après un peu plus tard les différents aspects. Elles, les clés YubiKey n'ont jamais eu de faille reconnue ou connue à travers les différentes générations qui ont pu exister de clés YubiKey depuis leur création. Et donc, on n'a jamais eu de clés YubiKey qui ont été retirées de la circulation, puisque finalement, en fait, ils essaient de se concentrer sur des protocoles et des fonctionnalités qui sont simples. Donc ça, c'est vraiment tout l'intérêt. Pour donner un petit peu de contexte, aujourd'hui, Yubico compte parmi ses clients 9 des plus grands 10 géants de l'Internet. Donc, on va retrouver Google, Facebook, Microsoft et bien d'autres. 3 des plus grandes 5 sociétés leaders dans le domaine de la finance, de nombreuses entités gouvernementales. Par exemple, on pourrait citer le CERN, on pourrait citer le gouvernement anglais qui utilise pour sécuriser les accès à certaines données sensibles les clés YubiKey. On a GitHub pour ceux qui connaissent pour la partie développement. On a l'État de Washington aussi pour certaines élections qui a utilisé les clés YubiKey pour les gens qui sont spécialistes et qui sont responsables des données de vote, donc pour y accéder, pour faire les comptabilités, des choses comme ça, parce qu'il y avait des votes à distance qui avaient été effectués. Et on a aussi également Palo Alto, qui est quand même une référence aujourd'hui dans le domaine de la sécurité, qui en interne utilise des clés YubiKey pour venir du coup sécuriser son fonctionnement. Donc la gamme YubiKey se décline en plusieurs modèles. Je vais y revenir un petit peu après, mais concrètement, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que c'est reconnu par un ordinateur? Comment est-ce qu'on peut l'utiliser? Est-ce que c'est difficile à installer, etc. Alors, les clés, concrètement, ce sont le même format qu'une clé USB, sauf qu'elles ne contiennent ni batterie ni pile. Elles ne sont pas reconnues comme du stockage sur votre ordinateur, elles vont être reconnues comme une carte à puce ou comme un clavier. Et ces clés, elles sont équipées d'une puce sécurisée qui est sécurisée physiquement, c'est-à-dire qu'il faudrait casser la clé pour pouvoir essayer de
de rentrer dans son fonctionnement. Et cette sécurité physique, cette puce, elle a été flashée avec un firmware qui a été flashé en usine. Et ce firmware, il ne peut pas être réécrit. On ne peut jamais essayer de changer de fonctionnement d'une clé. Cette puce, du coup, elle garantit en fait la confidentialité des données qu'on va pouvoir mettre dessus, qu'on va pouvoir importer. Donc, par exemple, quand on l'ajoute à un site internet, ce qui va se passer, c'est que le site internet va générer une clé privée et va venir nous la faire stocker sur la clé. Cette clé, du coup, qui pourrait être une clé SHA 256 de longueur, par exemple 2048 bits, va être stockée sur la clé. Et en tant qu'utilisateur, une fois qu'elle a été stockée sur la clé, il est impossible de venir récupérer sa valeur pour essayer de se faire passer pour l'utilisateur. En fait, le seul moyen, ça va être de réécrire la zone mémoire dans laquelle elle a été écrite. Et du coup, elle n'est pas utilisable. Elle est vraiment nominative, elle est vraiment unique. C'est un support qui est hors ligne, qui résiste à l'eau. On peut la mettre en machine, on peut la plonger dans un lac, il n'y a pas de problème, puisqu'il n'y a pas de pile, il n'y a pas de batterie, il n'y a rien. Et elle est capable de résister à par exemple, la force d'écrasement que pourrait avoir une voiture. Donc, on est sur un peu plus d'une tonne de pression sans problème. Pour vous donner une idée, c'est une durée de vie de 5 à 7 ans à peu près. Et une fois que la clé a été achetée, il n'y a pas de souscription annuelle, il n'y a pas de renouvellement nécessaire tous les ans à effectuer. La durée de vie de la clé, c'est la durée de vie de la clé physique. Donc les clés se déclinent comme à l'écran avec des connectiques pour accommoder divers usages. On va retrouver USB-A, NFC. Alors je ne sais pas si ça se voit très bien à la caméra, mais on a un petit logo NFC juste au-dessus du Y. En fait, on a des petites vagues qu'on retrouve aussi sur les visuels qui sont présentés à l'écran pour les deux premières clés. On va avoir du coup du USB-C NFC, USB-C Lightning, USB-C tout court et des versions un peu plus petites, des versions mini. Chez MD6, on évite de vous proposer ces versions mini puisque les utilisateurs ont souvent tendance à les laisser plugger dans les ordinateurs ou dans les téléphones portables qui sont censés être sécurisés grâce à la clé. Et donc, si le PC se fait voler ou si le téléphone portable se fait voler, ben, finalement, on perd un petit peu une partie de l'intérêt de la clé. Il n'est pas complètement perdu, mais on en perd une partie et c'est dommage. Voilà. Yubico propose aussi également une clé HSM, c'est pour Hardware Server Module. Et ce module HSM, du coup, il permet de réaliser des opérations cryptographiques de chiffrement, déchiffrement par exemple, directement sur la clé qui est branchée sur le serveur. Alors, il n'y a pas exactement la même tête que celle-ci, mais de la même façon, les clés privées qui sont importées dessus, par exemple pour une autorité de certification Windows, ils restent uniquement dessus, ils ne sont pas disponibles sur la VM, on ne peut pas aller les lire depuis la VM, donc même si la VM est compromise, ben, finalement un acteur externe ne peut pas venir récupérer la clé privée, la voler et essayer d'en profiter. Et on peut aussi du coup alléger dans certains cas d'usage la charge CPU que pourrait avoir un module cryptographique du coup d'habitude est géré par le CPU. D'ici quelques temps aussi, comme indiqué sur la droite, on devrait avoir une version biométrique. Alors concrètement, on va remplacer le petit Y qui est ici, qui est en fait en réalité un bouton sensitif. Alors c'est pas un bouton sur lequel on peut cliquer, hein, c'est pas un bouton qui va vieillir assez mal, c'est finalement simplement un contact. On va venir détecter qu'il y a un contact au sein de la clé. Et sur la clé biométrique, lors de l'authentification, plutôt que simplement demander à l'utilisateur de valider qu'il est présent devant l'écran, on va aussi valider son empreinte. Mais de la même façon que jusque-là, l'empreinte, elle est stockée hors ligne sur la clé, elle n'est pas disponible nulle part, et la clé ne peut pas servir de lecteur d'empreinte directement. Si vous voulez, c'est simplement une sécurité en plus, si jamais quelqu'un se faisait voler sa clé, pour éviter que quelqu'un avec le login, le mot de passe, plus la clé physique, qui en général reste par exemple sur le porte-clés de voiture ou de maison de la personne, se fasse voler ensemble. Voilà, donc si on les a sur ces clés de voiture ou de maison, en général, on est assez au fait du vol. Et d'un point de vue administrateur, c'est très facile de venir dans l'interface de gestion de management, par exemple d'Office 365, et de venir révoquer cette clé pour l'utilisateur pour éviter qu'il ait le droit de se connecter suite au vol. Voilà. Donc parlons maintenant un petit peu peut-être des cas d'usage. Quelques fonctionnalités, quelques cas d'usage. Donc concrètement, cette clé, elle va vous permettre de faire elle va supporter plusieurs fonctionnalités. La première fonctionnalité, c'est celle qui nous permettrait de nous protéger du type d'attaque que j'ai démontré tout à l'heure. Donc, ça va être les authentifications passwordless. Donc, ça, c'est le protocole FIDO2. L'utilisateur plug sa clé, il rentre un code PIN, il appuie, il est connecté. On va avoir aussi le stockage hors ligne sur la clé de tokens TOTP, du coup, qui sont des tokens qui changent toutes les 30 secondes. Et donc, si la clé n'est pas dans l'ordinateur, les tokens ne peuvent pas se faire voler, contrairement au téléphone, contrairement à l'ordinateur.
si vous stockez votre token TOTP sur votre clé, sur votre ordinateur, ou sur votre téléphone, vous pouvez être vulnérable à des attaques de malware, à des attaques de malware sur mobile et à des attaques de SIM cloning. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes parmi vous qui ont sur leur téléphone un antivirus. Donc, aujourd'hui, la sécurité du mobile fait partie aussi de la sécurité de l'entreprise, puisqu'on peut souvent accéder à des données sensibles de l'entreprise via le mobile. On pourra utiliser aussi la clé en U2F pour faire du deux facteurs et utiliser aussi directement une clé privée qu'on pourrait stocker sur la clé pour faire du déchiffrement GPG directement à l'aide de la clé, un petit peu comme avec le hardware server module dont j'ai évoqué l'existence tout à l'heure. Concernant les certifications, du coup, toutes les clés qu'on a présentées sur la slide précédente sont disponibles aussi dans une version FIPS si vous êtes dans un environnement avec une conformité FIPS. La DoD a reconnu ces clés comme étant suffisamment sécurisées pour autoriser l'usage et la lecture de documents qui pourraient être classifiés et non classifiés d'ordre gouvernemental. Donc, c'est quand même une reconnaissance qui est assez importante de la part de la DoD. Et il y a beaucoup d'acteurs connus, tels que j'ai cité tout à l'heure, qui l'utilisent déjà. Donc, dans les usages les plus courants, on va avoir la connexion au poste, la connexion au mobile, l'utilisation des clés comme smart card, des respects de conformité, donc essayer d'augmenter le niveau de sécurité global de l'entreprise pour respecter tout ce qui est RGPD ou PSD2, DSP2, ça dépend si on explique cet acronyme en anglais ou en français, qui est en vigueur depuis 2018 maintenant dans les banques. Donc on peut aussi, du coup, comme je disais, stocker les tokens TOTP dessus, sécuriser des connexions RDP. Et on a le cas, par exemple, de sociétés françaises qui ont utilisé ces clés pour venir sécuriser non pas les besoins internes de l'entreprise, mais d'abord, dans un premier temps, les besoins des prestataires, venir sécuriser l'accès des prestataires qui ont souvent quand même accès à des équipements qui sont sensibles, type du coup Active Directory, Exchange, Firewall. On peut peut-être un usage un peu plus marginal aussi, utiliser ces clés NFC en tant que badge d'accès physique pour éviter d'avoir un badge, une clé RSA, un login, un mot de passe et encore plein de moyens de s'authentifier, que ce soit physiquement ou virtuellement au sein de l'entreprise. Voilà. Pour ceux qui se poseraient la question, il y a de nombreux sites web aujourd'hui et solutions d'infrastructures d'IT qui supportent ces clés en MFA, FIDO2 et U2F. Donc MFA, c'est pour multifacteur, qui va être soit FIDO, soit U2F. Donc on va retrouver par exemple Facebook, LastPass, beaucoup de gestionnaires de mots de passe. On va avoir Okta qui pour du SSO ou Ping aussi pour du SSO qui vont proposer l'intégration avec des clés directement. Twitter, Salesforce, il y en a peut-être beaucoup parmi vous qui utilisent Salesforce, qui est quand même le cœur du business de l'entreprise, parce que si les données clients fuitent sur Internet, ça peut causer beaucoup de tort à l'entreprise. Donc, sécuriser les accès à ce genre de site, c'est assez important. On va pouvoir sécuriser aussi, du coup, comme je disais, des choses peut-être un peu plus IT, qu'on retrouve classiquement dans le SI d'entreprise, comme du Citrix, comme du F5, comme un GitLab, un serveur GitLab de stockage de code, comme un TeamViewer, ce genre de choses. On peut sécuriser aussi des accès Gandhi, par exemple, ou Zendesk. Si vous avez un helpdesk avec Zendesk, vous pouvez sécuriser les accès au helpdesk de vos agents, de vos opérateurs, à l'aide de ces clés, qui sont du coup des clés nominatives et qui vous garantissent que c'est bien la personne qui s'est connectée, non pas quelqu'un d'autre. Voilà. Aujourd'hui, l'offre MD6 autour des clés YubiKey et de Yubico en général, elle a 4 grands intérêts majeurs, on va dire. Le premier, bien entendu, comme tous les intégrateurs et revendeurs, ça va être la revente à des tarifs un peu plus préférentiels que si vous l'achetiez en public sur le site officiel de YubiKey. Vous allez avoir surtout et avant tout un accompagnement et un conseil autour de POC et de déploiement massif avec une approche finalement qui nous permet de nous adapter aussi à des situations urgentes. C'est-à-dire que si vous nous appelez ce soir, on va être capable très rapidement, d'ici quelques jours, de sécuriser d'abord tous les utilisateurs qui sont à risque, tels que du coup les prestataires, le personnel qui a des accès privilégiés, mais aussi des VIP dans l'entreprise, donc directeur commercial, directeur d'agence, directeur technique, des gens qui ont accès à des informations qui sont vraiment sensibles avant de déployer le reste du POC ou le reste du déploiement finalement à l'ensemble des collaborateurs que vous pourriez avoir chez vous. Donc la proposition, c'est avant tout de vous accompagner et soit dans des solutions qui sont déjà existantes,
parce que je pense que parmi les solutions que j'ai citées, il y en a beaucoup parmi vous qui ont déjà ces solutions présentes au sein de leur récit, mais aussi, finalement, avoir un devoir de conseil pour vous conseiller des solutions qui vont être capables de s'intégrer ou intégrer directement au moment où on fait, par exemple, une migration Office 365, on va mettre en place une solution Citrix chez vous, intégrer directement en même temps l'usage des clés pour venir sécuriser ces nouveaux éléments au sein de votre SI et de faire évoluer progressivement vers une sécurité qui est plus complète. Voilà. Donc, on va fournir aussi, par exemple, des transferts de compétences techniques, que ce soit du coup pour la population technique ou la population d'utilisateurs, avec de la rédaction de manuels, des brochures, des séances de transfert de compétences pour venir vous montrer comment est-ce que ça fonctionne et accompagner finalement la transition des utilisateurs avec ces nouveaux usages qui vont leur simplifier la vie. Parce que avec cette clé en FIDO2, vous n'avez plus de mot de passe qui traîne, par exemple, avec un post-it sur le bord de l'écran ou qui pourrait être stocké sur le bureau, dans un fichier Excel, dans un fichier Word. Voilà. Du coup, je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous avez des questions. En tout cas, on est là pour y répondre. Je vois qu'il y a déjà des questions. Y a-t-il une solution logicielle à intégrer dans le SI? Alors, ça va dépendre de l'usage que vous voulez en faire. Si vous souhaitez faire simplement de l'authentification de facteurs, vous allez pouvoir utiliser les clés directement dans vos outils. C'est les outils qui font l'intégration FIDO2, U2F, FIDO. Si vous voulez utiliser les clés comme module de connexion Smart Card ou FIDO2 pour vous connecter au poste, alors ça fonctionne aussi avec Windows, Mac, Linux, et c'est reconnu aussi en NFC du coup sur les mobiles. Là, vous avez besoin potentiellement d'intégrer par exemple un mini driver pour l'authentification Smart Card, mais c'est une implémentation, on va dire standard pour tout ce qui est lecteur de carte sur la partie Windows. Rien de spécifique en dehors de ce driver à installer. Et si vous souhaitez stocker des tokens TOTP, il y a une petite application qui s'appelle Yubico Authenticator, en fait, qui va venir essayer de lire les tokens quand vous pluguez la clé sur votre ordinateur pour vous afficher le code actuellement de 6 chiffres à utiliser pour faire l'authentification de facteurs, mais vous ne pourrez pas lire le secret qui a permis à la clé de générer ce mot de passe temporaire. Donc, c'est là où finalement intervient la sécurité. Et une fois la clé débranchée de l'ordinateur, comme les tokens sont stockés sur la clé, l'ordinateur n'a plus accès à ces tokens, ou le téléphone n'a plus accès à ces tokens, puisque les tokens qui sont sauvegardés sur la clé sont aussi lisibles sur un téléphone via NFC en allant plugger la clé derrière en allant taper la clé en NFC derrière le téléphone. Finalement, le téléphone est capable de lire ces informations et vous pouvez vous connecter en deux facteurs aussi bien du coup sur mobile que sur desktop. Voilà. Je vois qu'on a une deuxième question. Alors, on a encore deux questions. Première question qui vient juste d'arriver, du coup. Une fois la clé achetée, y a-t-il un moyen ou y a-t-il un coût récurrent de maintenance ou un abonnement? Alors non, comme je l'ai expliqué sur la partie gamme, finalement, quand vous achetez cette clé, vous êtes propriétaire directement de la clé. Il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas de récurrent, il n'y a pas de coûts de logiciel qui vont intervenir. La clé, elle vous appartient. Et tant qu'elle n'est pas cassée, on va dire, physiquement, elle est encore en bon état, vous n'êtes pas obligé de la remplacer. Et la durée de vie moyenne d'une clé, c'est 5 à 7 ans. Pour vous donner une idée, j'en ai une deuxième sur mon porte-clés ici personnel. À titre personnel, j'utilise YubiKey pour me sécuriser, pour me connecter par exemple sur mes mails, Gmail, etc. Cette clé-là, qui est pas tout à fait la même, mais c'est une génération un peu plus antérieure, elle a déjà maintenant plus de 6 ans. Donc, on a une résistance, on va dire, dans la durée qui est non négligeable et sans abonnement, sans coût récurrent. Voilà. Alors, je vais reprendre une autre question. L'usage d'un périphérique physique nécessite-t-il malgré tout une gestion en interne des entrées-sorties des salariés? Et on en a une autre qui correspond un petit peu à la même chose. Peut-on réinitialiser une clé lors du départ d'un collaborateur? Alors, bien évidemment, on ne peut pas lire les informations qui sont stockées directement sur la clé. Comme je disais, on a une puce qui empêche la lecture directe des informations sécurisées qui sont dessus. Par contre, la puce n'empêche pas la réécriture et le reset complète de la clé. Et en fait, il y a tout un processus et c'est ce qu'on va vous transmettre lors des transferts de compétences sur un petit peu l'utilisation de ces clés, quelles sont les meilleures pratiques pour les intégrer dans le site, pour faire l'introduction aux utilisateurs. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est extrêmement facile de resetter la clé, de flasher complètement la puce pour finalement enlever toutes les informations secrètes. On ne va pas changer le firmware de la clé, on va simplement
supprimer les informations utilisateurs qui étaient dessus, et on peut repartir à neuf, comme si on venait de l'acheter, comme si elle était toute neuve. Donc, on peut très bien gérer le départ ou l'arrivée d'un nouveau collaborateur dans le cycle de vie de la clé et avoir une flotte de clés qui peut convenir à plusieurs, on va dire, générations de collaborateurs ou d'utilisateurs qui pourraient quitter ou arriver dans l'entreprise. Donc, on n'a aucun périphérique physique, aucun logiciel pour la gestion de la clé. On va simplement, par exemple, resetter le code PUC et resetter le contenu de la clé, très simplement à l'aide d'outils en ligne de commande ou d'outils graphiques qui sont fournis par Yubico, gratuitement. Est-ce qu'une personne non IT peut gérer une flotte de clés? Alors, tout à fait. Les clés sont du coup assez simples d'usage. Hein. C'est juste un token physique. Vous pouvez en faire, vous pouvez les inventorier comme vous inventorieriez des badges, par exemple, hein, tel qu'une secrétaire pour inventorier des badges. Et on peut rédiger une procédure où on peut expliquer l'interface de gestion des clés qui existe en format graphique, du coup, pour gérer ces clés. Et une secrétaire pourrait tout à fait venir plugger une clé, resetter la clé, redonner la clé à un nouveau collaborateur et lui envoyer, par exemple, par email ou au sein du livret d'accueil, une procédure pour que lui, il fasse l'enrôlement tout seul de la clé dans le SI, ou alors automatiser l'enrôlement avec un script ou ce genre de fonctionnement. On peut faire beaucoup de choses sans forcément que la personne qui gère le jour l'inventaire et la gestion de ces clés soit compétente d'un point de vue informatique, IT, en ligne de commande, ce genre de choses. Voilà. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions. On arrive bientôt au terme du créneau prévu à cet effet. Bah, je pense qu'on a fait le tour des questions, sauf s'il y en a encore. Au nom de toute l'équipe d'ND6, je vous remercie pour votre écoute et votre présence, puisque pratiquement tout le monde était là. Donc merci encore, en souhaitant que ce webinaire vous ait permis d'appréhender des choses, à la fois sur la capacité qu'a ND6 à vous accompagner, mais aussi sur cette solution plus particulièrement qui était visée lors de ce webinaire. En tout cas, je vous remercie tous et au nom de toute l'équipe, nous vous remercions de cette présence et puis nous vous souhaitons une bonne fin d'après-midi et au plaisir de vous retrouver à nos prochains webinaires puisque nous essayons d'en avoir au moins un par mois, alors sur différentes thématiques, pas toujours sur la cybersécurité, mais auxquels vous êtes certainement invités au travers de nos emailings. Nous sommes assez rares dans ce domaine, mais bon, voilà, on en fait un petit peu pour communiquer quand même sur notre savoir-faire. Voilà. Merci encore à tous et vous souhaitant une très très bonne fin d'après-midi. Au revoir.